Je vous attendais, monsieur Bond. Je vous attendais. Bon, alors, la vidéo tant attendue, notamment du côté de la FF Force, qu'on se le dise. Donc la vidéo en réponse à celle de Marvel est quand même... Je tiens juste à dire quelque chose déjà. Alors ce sera pas une vidéo clash, on fait la guerre ou quoi que ce soit, c'est juste... il a exposé son point de vue publiquement, donc j'estime que je dois y répondre de manière publique aussi, sachant qu'on en a déjà parlé en DM sur Insta, donc voilà. Je veux aussi dire que j'aime les vidéos de Marvel de base, pas toutes, mais beaucoup de ces vidéos, parce que je trouve qu'il apporte vraiment une vision différente de celle qu'on a avec un contenu trop lisse en fait sur le monde. Je dirais pas fitness, je dirais peut-être plutôt muscu que fitness, mais bon, passons. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a bien pu dire? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'inexactitudes dans sa vidéo. Et la raison pour laquelle, principalement, je veux faire une vidéo réponse, au-delà d'avoir des vues et des abonnés, c'est aussi de rétablir la vérité sur certains points sur lesquels je trouve qu'il n'a pas été très honnête. Ou alors, c'était pas de la malhonnêteté, mais juste, on va dire, un manque d'informations complètes sur un sujet dont il a parlé sur les vidéos. Donc on va commencer tout de suite avec la première partie sur laquelle je trouve qu'il a été un peu shady, c'est l'exception génétique. Alors qu'est-ce que j'entends par exception génétique? C'est tout simplement le fait de constater que les personnes élites dans un sport, donc les personnes de haut niveau dans un sport, font partie d'une exception génétique. Tout le monde ne peut pas être élite dans un sport, peu importe le sport en soi, hein. Ça peut être du basket, du foot, du rugby, de la force, du MMA, de la boxe, bref, peu importe. Tous les sports, pour être au plus haut niveau, il faut avoir une certaine quantité d'exceptions génétiques. Et Marvel, dans sa vidéo, passe très vite là-dessus, en mode oui bon, on va me dire que c'est la génétique, mais ça justifie pas tout. Ben non, ça justifie pas tout, mais ça justifie quand même une partie de l'équation, surtout que c'est un peu l'hôpital qui se fait de la charité, c'est un peu le Joker qui tire sur l'ambulance, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Marvel, je l'ai déjà croisé quelques fois à la salle parce qu'on s'entraînait dans la même salle avant. Et le bonhomme fait... Alors, je ne veux pas dire de conneries, mais il doit faire au moins 1m90 et doit faire au moins dans les 100 kg. Donc, rien que ça, c'est une exception génétique parce que moi, je fais 1m70 et 70 kg. Donc, je pourrais tout simplement dire, bah non, mais Marvel, il fait 1m90 et 100 kg parce qu'il est dopé. Et moi, parce que je fais qu'1m70, 70 kg, bah, forcément, je pourrais jamais être comme lui. La génétique, ça justifie pas tout, il est dopé. On voit un peu que tout de suite cet argument tombe un petit peu, dans le sens où, encore une fois, pour être au top dans un niveau, dans un domaine en particulier, il faut être une exception génétique. Et il a un peu balayé ça d'une manière un peu trop rapide, donc voilà. L'autre argument qu'il a avancé, c'est que ouais, souvent c'est des collégiens, des lycéens, alors des collégiens peut-être pas, mais surtout des lycéens, donc des étudiants, qui ont un niveau de ouf. Et comment est-ce qu'ils peuvent avoir un niveau de ouf, sachant qu'ils sont encore à l'école? Bah oui, mais là je vais en parler en connaissance de cause, parce que j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui sont dans ce cas-là. Je pense à Corentin Clément, Samantha Eugénie, Richmond Biden, etc. Donc c'est des personnes que je connais, plus ou moins. Et par exemple, je sais que ces personnes-là étaient en cours et s'entraînaient à côté en force. Et les trois sont champions du monde. Ah non, Richmond il est vice-champion du monde, mais les trois sont très haut niveau dans leur sport. Et pourquoi? Ben, c'est parce que la force, ça ne demande pas 8 heures d'entraînement par jour, avec 2 heures d'entraînement, 2h30 d'entraînement par jour, enfin tous les 3-4 jours même. Vous pouvez avoir un très bon niveau. Et en soi, c'est juste déjà ce que font plein d'étudiants qui pratiquent des activités périscolaires comme du foot, du basket, de la boxe, bref, peu importe l'activité. Mais ça prend déjà un certain nombre d'heures par semaine. Donc c'est juste que ces personnes-là, au lieu de faire du foot, du basket ou quoi, ou peut-être qu'ils en font aussi à côté, en plus de ça, ils font de la force avec une certaine régularité depuis un certain temps, ce qui explique aussi une partie de leur niveau. Et en plus de ça, donc on a comme exemple des systèmes, notamment des systèmes outre-Atlantiques, donc des systèmes américains, qui privilégient justement le sport-études. Alors en France, il y en a, mais il y en a surtout pour les sports entre guillemets classiques, donc le foot, le basket, etc. Il n'y en a pas pour la force, du moins pas encore, on ne sait pas, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais du coup, justement, ça montre vraiment que c'est possible d'être étudiant et à côté d'avoir une carrière haut niveau dans un sport. Alors après, il y a des aménagements forcément pour les sports-études, mais même sans ces aménagements, pour quelqu'un qui est un peu motivé, un peu déterminé, c'est largement faisable. Donc voilà. Du coup, cet argument de la génétique, il a été évacué un peu trop rapidement, je trouve, sachant qu'encore une fois, un homme moyen fait 1m70, 75 kg, j'en sais rien, c'est à peu près les stats. Et l'auteur de cet argument fait 1m90 et 100 kg, donc c'est un peu inique d'avoir
d'avoir un mec avec une génétique d'un certain niveau qui dit non mais la génétique, voilà, c'est pas un argument, alors que bah c'en est un. Donc je voulais juste rétablir un truc là-dessus. Du coup, un point dont j'ai oublié de parler sur l'aspect génétique, en fait, c'est en gros qui s'associe à l'aspect de l'entraînement. Donc je rejoins Marvel sur vraiment plein de choses quand il décrédibilise certains influenceurs body machin qui vendent une méthode soi-disant révolutionnaire pour gagner 20 cm de tour de bras en 6 mois, machin, ce genre de trucs. Là je le rejoins dans le sens où c'est un peu bullshit. La musculation c'est un sport qui existe depuis vraiment pas mal de temps. On fait encore des avancées du point de vue de la recherche, mais de moins en moins. Alors qu'en force, en fait, les méthodes d'entraînement en force, en France en tout cas, je ne parle pas trop des autres pays, je parle surtout de la France, étaient assez désuètes jusque récemment. Et il y a pas mal de nouvelles équipes de programmation, etc., qui sont en train de révolutionner un peu le truc. Et il y a de plus en plus de personnes en France qui s'initient à ces méthodes. Et ça peut expliquer, dans une partie en tout cas, le renouveau du point de vue du nombre d'athlètes grandissants, du nombre d'athlètes qui intègrent l'équipe de France chaque année. Donc là, si vous regardez sur les 2-3 dernières années, tous les ans, il y a des nouveaux athlètes qui intègrent l'équipe. Donc j'en ai fait partie sur l'année dernière. J'ai intégré l'équipe de France en novembre de l'année dernière. Et puis j'ai d'autres amis qui l'ont intégré quelques mois avant moi. Et je pense que j'ai des amis qui vont l'intégrer dans pas très longtemps. Enfin bref. Et c'est encore une fois, alors le truc c'est que Marvel utilise un argument, ce qu'on appelle l'homme de paille. Donc en fait c'est de prendre l'argument adverse, de le rendre débile et de critiquer cet argument qu'on a rendu débile en disant oui, eux c'est Sangoku Vegeta, ils s'entraînent dans la salle du temps, ils font des entraînements de ouf et nous on fait de la merde. Ben non, c'est pas ça, c'est juste que d'un côté tu as des gens qui s'entraînent pour un objectif, à savoir le développement de la d'hypertrophie musculaire, etc. Et de l'autre tu as des personnes qui s'entraînent pour un objectif particulier qui est le développement uniquement de la force. Et comme il a dit dans sa vidéo, en début de vidéo, ouais les powerlifters ils cassent les couilles, ils restent 2-3 heures sur un rack, 2-3 heures sur un banc, et en mode ils sont gentils, ils me disent rien, mais en fait, enfin grave, il a grave décrit le truc parce que quand je m'entraînais dans la salle où il s'entraînait, c'était un peu ça, genre on monopolisait les racks et les bancs pendant des heures et des heures. Mais on était gentils en mode ouais, venez tourner avec nous et tout, mais enfin je peux comprendre que ça fasse chier les gens. Mais ça n'empêche que là c'est une preuve que justement on s'entraîne d'une manière très différente de la manière dont s'entraînent les autres personnes, les amateurs de body entre guillemets normaux, parce que justement on reste 2-3 heures sur un rack, 2-3 heures sur un banc, et il y a très peu de body ou de crossfitter ou que ce soit qui s'entraînent 2-3 heures sur un mouvement. Et nous justement ça montre qu'on pousse vraiment l'optimisation du mouvement à l'extrême, et donc c'est une méthode d'entraînement différente. Donc forcément tu peux pas t'entraîner d'une manière et attendre des résultats qui sont accessibles qu'avec une autre méthode. Donc c'est comme si un mec s'entraînait à course à pied et qui disait bah je suis pas bon au saut à la perche. Bah oui, normal, c'est deux qualités différentes que tu entraînes avec deux types d'entraînement différents. Donc tu peux pas dire oui vous avez la méthode secrète révolutionnaire d'entraînement. Bah non, c'est pas une méthode révolutionnaire d'entraînement, mais c'est une méthode très différente de celle qui est pratiquée par la majorité des pratiquants de musculation, et ça peut expliquer pourquoi il y a des résultats qui sont très différents de ceux de la majorité des pratiquants de musculation. Et encore une fois, peut-être pas, parce qu'on remarque en tout cas que toutes les personnes qui ont déjà fait beaucoup de body avant, quand ils viennent à la force, ils ont déjà un très bon développé couché, et c'est plutôt le squat et le soulevé terre qui pêchent un petit peu plus. Pourquoi? Parce que tout le monde fait du développé couché, donc forcément vu que c'est un mouvement que tu fais depuis plus de temps, tu l'as plus développé, tu es plus fort dessus, alors que le squat et le soulevé terre c'est un peu des mouvements boycottés par pas mal de pratiquants. Et petit clin d'œil, mais je pense que Marvel les boycotte si je dis pas de bêtises, on en avait parlé ensemble, mais il me semble qu'il les boycotte aussi, pour des raisons, bref, peu importe. Mais voilà, donc ça aussi ça peut expliquer, et c'est pas juste la carte génétique, mais en fait c'est un tout à côté. On va aborder le deuxième thème de cette vidéo réponse, et c'est le dopage. Alors, Marvel, c'est le champion. Il aime bien dire que les gens ils ont une carte piège, mais lui aussi il a sa carte piège, c'est le trou noir dans le Yu-Gi-Oh!, c'est le truc qui te nique toutes tes cartes, c'est le dopage. Dès qu'il y a un truc, c'est dopage. Alors, qu'on soit clair, je ne veux pas du tout me faire l'avocat du diable et dire non, il n'y a pas de dopage, au moins dans ma fédé, donc qui est la FF Force, il n'y a pas de dopage, machin. C'est faux, il y en a, c'est comme dans tous les sports, que ce soit un sport amateur, un sport à haut niveau, il y en a. Forcément, dans les sports où il y a plus d'enjeux financiers, économiques, il y a plus de chances d'avoir du dopage parce qu'il y a plus à y gagner, c'est un constat et c'est un fait, je ne nie pas du tout ce fait-là. Mais de là à dire que tous les athlètes de haut niveau dans un sport sont dopés, il y a quand même deux poids deux mesures, et c'est un raccourci un peu rapide. Et je ne suis pas très bon en argumentation, en zététique, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui pour moi fait beaucoup de sens, c'est tout fait affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Donc à partir du moment où tu dis ils sont de haut niveau donc ils sont dopés, bah, tu n'as aucune preuve, c'est juste
c'est une espèce de petit raccourci intellectuel que tu fais. Donc du coup, de la même façon, on peut rejeter ce raccourci intellectuel aussi simplement, en disant que non, tous les athlètes de haut niveau ne sont pas forcément dopés, il y en a qui ne sont pas dopés. Enfin, c'est de valeur équivalente. Maintenant, je vais essayer de pousser un petit peu plus l'argumentaire et de vous faire comprendre, en gros, en force, en tout cas en France, en FF Force, qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donc il y a deux types de contrôles. Il y a les contrôles sur place, à savoir vous faites une compétition le 20 mars, vous pouvez être contrôlé le 20 mars. Et il y a les contrôles qu'on appelle inopinés. Les contrôles inopinés, c'est lundi, 6h du mat, comme la BAC, toc toc, bonjour, urine et sanguin. Les premiers contrôles, à savoir les contrôles sur place, je vais être le premier à avouer qu'ils valent vraiment pas grand chose. Et je m'explique pourquoi. Vous connaissez la date du contrôle, donc vous savez que vous pouvez à peu près cycler ce que vous prenez pour arriver clean le jour du contrôle. Alors après, les méthodes de contrôle sont de plus en plus fortes, de plus en plus importantes, donc les arguments comme ouais, on fait du sous-dosage, du mini-dosage, je sais pas quoi, comme ça on se fait pas gauler, c'est faux parce qu'ils ne contrôlent pas simplement les taux de testostérone, ils contrôlent aussi les taux de testostérone et de, comment ça s'appelle l'autre truc là ? Métabolite. Du métabolite. Et en plus de ça, ils font un test sur l'atome carbone, donc en gros, ils regardent, ils vérifient que la testostérone dans votre corps a la même signature qu'un truc dans le foie ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. Et en gros, si la signature diverge, à savoir si vous vous êtes injecté de la testostérone exogène, du coup, ça sera visible grâce au test atome carbone. Donc, de base, je dis pas que c'est facile de gruger ce genre de test, mais c'est plus facile en tout cas déjà qu'un test inopiné. Mais ça n'empêche que ces contrôles arrivent à choper pas mal de personnes et je vous mettrai en lien de la vidéo la liste des contrôles qui sont effectués en FF Force et vous verrez qu'il y a pas mal de personnes qui se sont fait choper déjà avec ces contrôles sur place. Ensuite, par contre, on a les contrôles inopinés et cela, c'est la meilleure garantie pour un sport clean. Et en gros, alors, c'est pas accessible à tout le monde, il n'y a que certaines personnes qui sont sur la liste de contrôle inopiné. Il y a deux manières d'être sur la liste de contrôle inopiné. C'est une dénonciation vis-à-vis de la FLD. Donc la FLD, c'est l'agence mondiale antidopage, enfin l'agence française antidopage, pardon. Et vous pouvez dénoncer quelqu'un, sur une personne sur laquelle vous avez des soupçons, et la FLD ira faire un contrôle. Ou alors, vous pouvez être placé sur liste de tests inopinés par la fédération, par les instances internationales. Et du coup, auquel cas, à ce moment-là, vous devrez remplir un formulaire ultra contraignant pour dire où vous êtes, quel jour, à quelle heure, et leur permettre de venir vous contrôler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pourrez pas éviter les contrôles, parce qu'au bout de deux, on appelle ça un no-show, donc quand vous ne vous pointez pas à un contrôle, vous avez dit ouais, je serai là de telle heure à telle heure, et vous n'y êtes pas, et eux, ils sont là pour vous contrôler sur place. Au bout de deux no-shows, le troisième, c'est considéré comme un échec à un contrôle antidopage, et vous avez la même sanction que si vous aviez été testé positif. Donc ça, pour le coup, c'est une garantie très très forte, vu que vous ne connaissez pas la date de votre contrôle, donc vous ne pouvez pas cycler ce que vous prenez ou quoi que ce soit pour arriver clean le jour J, puisque ça peut être le lundi 15 mars, ça peut être le vendredi 17 avril, ça peut être, vous pouvez même avoir plusieurs contrôles dans la même semaine. Enfin bref, je verrai si, je mettrai peut-être des exemples en floutant les noms et prénoms, etc. Et les informations confidentielles, mais voilà, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui ont eu ce genre de contrôle, et comme ça, peut-être que ça vous donnera une bonne idée du truc. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que les contrôles antidopage, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte pas des dizaines de milliers d'euros, mais ça coûte quand même pas mal d'argent, et la fédération ne peut pas se permettre de contrôler tout le monde. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Forcément, ils font des choix sur les contrôles. Alors, c'est soit des contrôles orientés, soit des contrôles au hasard, ça existe aussi. Mais sur les contrôles orientés, ils vont contrôler principalement les profils à risque, donc à savoir les personnes qui sont peut-être un petit peu régulières sur la performance, ou alors au contraire les personnes qui ont une trop grosse progression qui a du mal à s'expliquer, ou une grosse évolution physique, enfin bref, tous les profils comme ça à risque auront tendance à être contrôlés. Ça ne veut pas dire que tous les profils à risque sont contrôlés, mais en tout cas ils essaient d'en contrôler une grande majorité, et donc forcément il y a des personnes qui passent entre les mailles du filet. Et là-dessus, je vais tout de suite faire une transition sur les reportages que Marvel a cités, et sur lesquels je pense qu'il a basé un petit peu trop de sa fausse argumentaire, alors qu'en soi ils valent vraiment pas grand chose. Donc la transition sur les reportages, qu'est-ce que c'est ? Donc dans les reportages, il prend 3 reportages, si je ne m'abuse. Le premier, c'est le reportage de Mark Bell. Alors celui-là, je le mets de côté parce que j'en parlerai dans un autre aspect sur lequel Marvel a fait des confusions, John Coffey du coup. Et par contre, les deux autres, je vais en discuter parce que c'est deux personnes qui sont en FF Force.
Je citerai pas les noms évidemment. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, soit je mettrai les extraits, soit vous pouvez aller voir sur la vidéo de Marvel. Et dans un des trucs, donc c'est un mec dans un reportage de France 3 ou je sais plus, qui dit oui, j'ai gagné, je me suis pas fait contrôler, j'étais dopé et tout machin. Et l'autre, c'est un autre gars qui est connu en FF Force, enfin, qui était connu entre guillemets. Et lui, pour le coup, on va très vite démonter l'argument parce que il arrive et il dit j'étais moins fort quand j'étais dopé que quand j'ai arrêté mon dopage. Donc on peut bien voir que ce genre de reportage et ce genre de témoignage peut pas être pris au sérieux quand le mec il dit non non mais en fait je me suis dopé mais j'étais moins fort que quand j'étais naturel. Ben voilà, rien que ça c'est débile donc ça montre bien que ce reportage ne vaut rien. Et le deuxième, donc c'est le gagnant. Alors le reportage est un peu bizarre parce qu'il présente les championnats de France 2017 et derrière il parle des résultats des championnats de France 2015. Donc bon, ça m'a un petit peu interpellé. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai vu que le champion de France 2017 en plus de 120 kg a été contrôlé le jour de sa compétition. Si vous voulez, vous pourrez voir ça dans ma section description, je mettrai les liens. Il a été contrôlé et le contrôle a été négatif. Par contre, pour 2015, le site ne permet pas de remonter aussi loin dans les contrôles. Donc j'ai pas pu voir si le gagnant de l'année 2015 a été contrôlé ou non dans la continuité de cette compétition. Je ne peux pas le savoir malheureusement. Ça me paraît bizarre qu'un mec, parce qu'on connaît son nom et son prénom, il suffit d'aller voir les résultats de la Fédé et vous avez le nom et le prénom de la personne. Donc ça me paraît très bizarre qu'un mec dont on connaît le nom et le prénom, donc même il floute son visage, il met une voix robotique, clairement tu fais 2 clics, tu trouves son nom et son prénom sur internet. Ça me paraît très bizarre qu'un mec dise ça de manière ouverte, mais bon soit, peut-être, hein, je ne dis pas que c'est impossible, mais peut-être. Mais ça n'empêche que ce mec-là a été battu par le mec de la KT du dessous qui lui-même a été contrôlé. Donc on voit bien encore une fois ce qu'on disait avant, c'est que la fédération ne peut pas contrôler tout le monde. Elle contrôle des profils à risque et puis des fois il y a certaines personnes qui passent entre les mailles du filet, c'est un fait, soit parce qu'ils ne sont pas contrôlés, soit parce qu'ils sont contrôlés, mais ils ont réussi à s'arranger pour être clean le jour J. Encore une fois, je l'ai dit, c'est pas facile non plus, mais je pense qu'on peut se démerder si on a quelques connaissances et notamment des petites connaissances basiques avec un coach en body ou quoi que ce soit. À mon avis, c'est facilement acquérable ce genre de connaissances, mais voilà. Donc le troisième chapitre dont je veux parler, c'est les confusions. Alors Marvel a fait pas mal de confusions dans sa vidéo, mais c'est normal, c'est parce que c'est un peu shady, quand on ne connaît pas le milieu, c'est dur de savoir. Alors il a fait déjà une grosse confusion sur les fédérations. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en France, on a plusieurs fédérations. La fédération délégataire de l'autorisation du ministère, c'est la FF Force, celle dont je fais partie. Mais il y a d'autres fédérations qui, pour le coup, ont des règles différentes vis-à-vis du dopage. Donc il y a certaines fédérations qui ne font pas de contrôle antidopage. Et quand il n'y a pas de contrôle antidopage, on se le dit, ça veut dire open bar, c'est comme McDo, venez comme vous êtes, il n'y a pas de problème. Et c'est le cas aussi à l'international. Donc il y a la fédération internationale qui est affiliée, enfin, à laquelle la FF Force est affiliée, donc qui s'appelle l'IPF. Et l'IPF, pour le coup, a des règles et des contrôles antidopage sous l'égide de la WADA, donc l'Agence mondiale antidopage, donc qui gère déjà plein d'autres sports au niveau mondial. Mais par contre, il y a aussi d'autres fédérations internationales, open bar, en mode, ce qu'on veut c'est de la perf, peu importe que vous soyez chargé ou non, venez, on veut voir de la perf. Et du coup, dans les exemples que Marvel a pris pour discréditer gentiment, entre guillemets, les athlètes français, notamment les masculins, parce qu'il a parlé des féminines, mais il leur a pas fait hommage non plus, j'en parlerai vite fait après, mais il dit oui, en gros, nous les hommes, on est rincés, on se fait toller par des féminines internationales. Alors, il a pris 3 exemples, si je ne m'abuse. Il a pris le premier exemple où en fait c'est des sub-juniors. Donc sub-junior c'est quoi? C'est moins de 18 ans. Et donc forcément, c'est plus facile de trouver une femme de moins de 57 kg qui fait de la muscu que de trouver un homme de moins de 18 ans et moins de 59 kg qui fait de la muscu. Mais ça n'empêche, soit. Il a comparé par contre la record woman du monde et le champion de France par rapport à leur squat, par rapport à leur perf. Alors il n'a pas comparé le coucher et le terre. Voilà. On sait pourquoi, parce que le masculin en question aurait gagné là-dessus, mais ça n'empêche, pour moi c'est pas un argument très valide parce que tu compares l'élite record woman dans un sport à un homme qui est peut-être fort mais dans la moyenne forte en fait. Et c'est comme si tu prenais le record du monde de 100 mètres féminin et que tu disais que tous les pratiquants de 100 mètres en France qui se font battre par ce record du monde féminin sont des brels. Or non, désolé, tu peux pas dire ça parce que d'un côté tu prends l'élite absolue, record, et de l'autre, tu prends des pratiquants
forts, certes, mais des pratiquants. Et d'ailleurs, à ce compte-là, il me semble que la femme qui a le record au 100 mètres, elle le fait en 10,49, quelque chose comme ça, et ça torche la grande majorité des pratiquants de 100 mètres en France. Et même, je sais pas, je connais pas exactement le haut niveau, mais je pense que ça doit beaucoup s'approcher du haut niveau masculin déjà, quoi. Donc, c'est pas vraiment un argument valable. Ensuite, là où il a fait une autre confusion, c'est sur les deux autres aspects où il a comparé donc Sissi Holombe, je sais pas comment ça se prononce, donc Shalkera Holcombe, elle est dans les 80 et quelques kilos, qui a fait 280 et quelques au soulevé terre, et à côté il dit champion de France au soulevé terre 195. Non, déjà encore une fois, elle est record woman, donc à la limite tu veux comparer avec un bon indice, ben, compare avec le recordman de France, et le recordman de France en moins de 83 kilos, il s'appelle Pierre Gonneau, et il fait 318 kilos, sur barre rigide, et elle a fait sur barre souple. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais le dire vite fait, c'est un peu plus facile de tirer sur barre souple que sur barre rigide, parce que dès que vous tirez, en fait, la barre se soulève légèrement, et dès que les poids décollent du sol, en fait, ils sont ramenés vers le haut, donc ça vous fait gagner pas mal d'amplitude. Enfin, ça vous fait perdre de l'amplitude du coup, ça vous fait gagner pas mal de kilos sur votre mouvement. Donc, enfin voilà, je sais pas d'où sort ce 195 kg, peut-être que c'est un résultat d'une autre fédé, peut-être qu'il a pris un sub-junior, peut-être qu'il a. Enfin, non, même le sub-junior, c'est pas ça, parce que c'est dans les 270 kg, bref. Ça n'empêche que là, du coup, pour le coup, et en plus, il a comparé donc cette femme qui tire dans une fédération non testée, donc open bar, probablement dopée, je dis pas qu'elle l'est, je dis qu'elle l'est probablement pour tirer dans cette fédération, avec à côté quelqu'un qui tire dans une fédération testée, avec des contrôles antidopage. Je ne sais pas s'il a été contrôlé au championnat de France, mais en tout cas, il y est soumis, il peut être contrôlé à n'importe quel moment, et donc il a ce risque et cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et le troisième exemple qu'il a pris avec beaucoup de confusion, c'est l'exemple de l'équipée. Et il a comparé la record woman du monde, encore une fois. Alors, elle a été battue entre temps, mais à ce moment-là, c'était la record woman, ou peut-être avant, et les données ne sont pas à jour, à 200 et quelques kilos, en moins de 84 kilos équipée. Et il l'a comparé en raw, et encore même pas au record de France. Si, au record de France, il me semble, parce que je crois que c'est dans les 175-180, en disant voilà, même elle nous bat. Ben oui, mais sauf que si tu prends les records équipés, le record équipé en bench press, donc c'est le nom du développé couché avec maillot, il est à 240 kg et c'est un master qui le détient, donc à savoir quelqu'un qui a plus de 40 ans. Donc là, tu vois, déjà ça permet quand même de se rendre compte que non, en France, entre guillemets, on n'est pas si nul. Et pour finir, de citer un exemple, pour que vous compreniez en fait vraiment la différence entre l'équipé et le raw, parce que là, il a pris le record équipé et il l'a appliqué au record raw. Je vais prendre l'exemple d'un gars en France qui a les records dans la catégorie, donc moins de 105 open raw et moins de 105 open équipé, donc c'est la même personne qui a les deux records. Et en raw, il fait 822,5 et en équipé, il fait 1020, 1030, un truc comme ça. Donc l'équipé, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'armure de Saint Seiya, et le raw, en fait, c'est comme si tu avais une armure de bronze, et l'équipé, c'est l'armure d'or, quoi. Bref. Donc il y a une nette différence, et alors encore une fois, je ne sais pas s'il était au courant et qu'il l'a fait d'une manière malhonnête, ou s'il n'était pas au courant et qu'il l'a fait comme ça, mais ça n'a aucun sens de comparer un record équipé avec un record raw, absolument aucun sens. Et là, je vous en ai donné la preuve. La même personne fait 200 kg de plus au total entre le raw et l'équipé, donc voilà, la différence est beaucoup trop nette. Je vais finir avec un petit retour sur un argument que j'ai développé en début, mais que là, avec lequel j'aimerais conclure, parce que pour moi, il explique et résume beaucoup de la situation. La force en France, c'est un sport qui est très très jeune, notamment dans son versant raw, ça date de 2008-2010 si je ne dis pas de bêtises, et donc c'est logique que tous les ans il y ait de nouveaux athlètes qui sortent, parce qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui s'intéressent au sport via les réseaux sociaux, Instagram, etc. Qu'on se le dise aussi, il commence à y avoir de plus en plus d'intérêt financier au sport, donc forcément ça attire de plus en plus de personnes, et du coup c'est un peu unique pour une personne de tirer sur un truc qui est en train de monter en mode ils sont en train de monter, ils commencent à être bons, mais en fait ils sont dopés et en plus de ça ils sont nuls. Alors que non, on est loin d'être nuls en France. L'équipe féminine Open n'a rien à envoyer ni aux Américaines, ni aux Russes, ni quoi que ce soit. Et l'équipe masculine est en train de monter de plus en plus. Et on est en train de voir beaucoup de records. Donc en France, on a pas mal de champions du monde sub-junior, mais champions du monde quand même, des recordman, etc. Et du coup, ça dans sa vidéo, Marvel n'en a pas parlé. Alors je sais pas pourquoi, alors que ça aurait peut-être pu être un argument en mode ouais, regardez, nous aussi on est dopé. Mais encore une fois, le fait de faire des performances ne veut pas dire qu'on est systématiquement dopé. Je l'ai dit, il y a des tests, les tests sont durs à passer, voire même en général, ils assurent avec assez de certitude un sport clean. Ils assurent pas tout, c'est un filet de pêche, donc il y a des poissons qui passent au travers, mais les gros poissons en général ils restent derrière le filet. Je parle d'un certain gros poisson qui est à ma gauche à qui je fais un clin d'œil.
Mais voilà. Donc, du coup, c'est impossible et c'est malhonnête de dire ils sont tous dopés, point à la ligne, parce qu'ils font des perfs, et ce qui n'est pas un argument, alors qu'à côté, j'ai avancé l'argument des contrôles antidopage, j'ai dit comment ça fonctionnait, et du coup, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu se rend compte que ces contrôles assurent du moins une grande partie de clean dans le sport, et au moins il assure que les athlètes de l'équipe de France, et les athlètes de haut niveau en tout cas, soient contrôlés et ne puissent pas du coup être dopés et faire des performances à l'international en étant dopés. Enfin, je vais finir avec un point, et je ne vais pas du tout clasher ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout l'intérêt de cette vidéo, je veux juste remettre les choses dans l'ordre. C'est pas parce que on se fait battre sur un mouvement par une femme ou un homme qui est léger ou plus lourd ou quoi que ce soit, que systématiquement il faut crier au dopage. Essayez de vous entraîner comme un forceux pendant quelques semaines, pendant quelques mois, et vous verrez, à mon avis, vous serez capable de faire beaucoup plus de résultats et beaucoup plus de progrès que ce que vous pensez actuellement. Comme je l'ai dit, les manières de s'entraîner sont très différentes. Il y a plein de nouveaux concepts qui rentrent en jeu, comme l'autorégulation, les RPE, le time to peak, la périodisation sous forme de blocs. Bref, vraiment plein de concepts qui rendent le truc ultra intéressant. Et vraiment, je vous le dis, ne vous arrêtez pas à il fait tant pour tel poids de corps, forcément il est dopé. Testez et peut-être que vous aussi vous serez le prochain champion de force. Je vous attendais, monsieur Bond. Je vous attendais. Au passage, vous pouvez acheter les t-shirts. On mettra le lien du site dans la description. Vous pouvez acheter les t-shirts et je tiens à remercier Marvel pour l'opportunité de faire des vues et des abonnés. T'es le meilleur champion. C'est une bonne idée.